Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live. On va commencer dans une petite minute, le temps que tout le monde arrive et s'installe tranquillement. Vous êtes ici, chez vous, comme chez vous. On va passer ensemble environ une bonne demi-heure. Voilà, je vais faire comme la dernière fois, repasser en revue un petit peu l'actualité, repasser en revue différents articles qui m'ont fait réagir cette semaine. Et des petites choses ensemble qu'on verra, et puis n'hésitez pas à réagir dans le chat, c'est interactif. S'il y a des sujets dont vous souhaitez parler ou sur lesquels réagir, n'hésitez pas. Ah, la musique est trop forte, je vais la baisser de toute façon. Voilà, voilà. Est-ce que vous m'entendez bien là cette fois-ci? Je pense que ça doit être bon. Donc, comme je le disais, merci. Merci d'être présent pour ce nouveau live. Donc aujourd'hui, ce live du 14 février 2022. Donc 14 février, c'est évidemment la fête des amoureux. Vous ne l'aurez pas, vous ne serez pas passé à côté comme tous les ans. Donc n'hésitez pas à faire des câlins à votre amoureux, à votre amoureuse. Moi, j'en profite. Pour faire un petit bisou à ma chérie qui est sur site à son travail aujourd'hui. Donc, coucou, j'espère que tu galères pas trop et que c'est pas trop dur. Donc, trêve de plaisanterie. Donc, on va repasser un petit peu en revue aujourd'hui. Donc, l'actualité, je vous ai préparé quelques petits sujets. Et donc, on va démarrer tout de suite. Alors, par la petite info du jour, de ce jour, là, pour le coup. Aujourd'hui, j'ai posté cette petite info du jour sur le jeu Lemmings, pour ceux qui connaissent. Donc, pour les plus anciens, c'est un jeu donc, qui est sorti en 1991, le 14 février 1991 pour être précis, donc il y a 31 ans. Donc c'est un jeu de réflexion dans lequel on doit amener des petits bonhommes qui sont des lemmings, qui sont assez stupides, pour lesquels on leur donne des capacités comme la capacité de creuser, la capacité de grimper, de construire des escaliers, etc. Et donc on se trouve effectivement sur des niveaux pour lesquels on doit amener les lemmings donc de l'entrée du niveau à la sortie en utilisant les différentes capacités de ces lemmings. Donc c'est un jeu qui a fait fureur en son temps parce que vraiment il a permis de pouvoir faire un petit peu de réflexion de façon fun avec des musiques entraînantes, des tableaux parfois un petit peu compliqués, faut le dire, et des fois des tableaux assez simples à réaliser. Donc là-dessus, les mix c'est Soldies comme disent certains. Amiga, c'est un jeu qui est sorti sur différentes plateformes. Il est sorti d'abord sur des plateformes de type micro-ordinateur et ensuite sur les plateformes de type console. Il a été adapté alors de façon plus ou moins heureuse, on va dire, sur les parties console. Bon, j'ai envie de dire, c'est un jeu qui est vraiment super. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, découvrez-le. Allez le découvrir alors, au travers d'émulateurs ou au travers de différents portages qui ont été faits. Il y a des portages qui ont été faits notamment avec des petits pingouins qui s'appellent Pingus, des petits manchots pour Linux. Enfin voilà, donc il en existe pas mal de portages. Ça permet de pouvoir passer un petit moment assez sympa. Alors, je vais embrayer sur une news qu'on a vu passer cette semaine. Donc cette news, je vous la poste là, c'est l'abandon officiel d'ARM par Nvidia. Donc comme vous le savez, ARM c'est quand même un des plus gros fabricants de microprocesseurs au monde, en tout cas de processeurs essentiellement utilisés dans tout ce qui est téléphone mobile, tablette, etc. Et maintenant de plus en plus dans des micro-ordinateurs. Donc Nvidia a souhaité, il y a plusieurs mois de ça, peut-être même plus d'un an de ça, racheter cette firme pour pouvoir avoir toute une partie microprocesseur et racheter la propriété intellectuelle d'ARM. Donc ça a capoté. Je pense que potentiellement ça faisait
poindre une possibilité d'avoir une firme telle que Nvidia de façon un peu trop grosse, ayant un peu trop la main mise sur tout le marché, sachant qu'ils sont déjà quand même leaders dans le marché des GPU. Ça a été donc un rachat qui a été semé d'embûches et pour lequel ils ont fini par jeter l'éponge pour différentes raisons. Donc c'est quand même assez intéressant de voir donc qu'un ténor du marché comme Nvidia peut éprouver quand même des difficultés à racheter ce fabricant. Enfin, c'est pas vraiment un fabricant de microprocesseurs puisqu'ils ne font que concevoir les puces. Ils ne les fabriquent pas, donc c'est une entreprise dite fabless. Ils conçoivent les microprocesseurs et revendent sous licence ces microprocesseurs justement à différents fabricants qui peuvent les intégrer un petit peu comme bon leur semble, moyennant effectivement des accords avec ARM. Et ARM justement, parlons-en. Parlons-en, c'est une entreprise qui est quand même assez ancienne, puisque c'est une entreprise qui a été fondée dans les années, fin des années 80. Et ARM a été conçu déjà, enfin les microprocesseurs ARM ont été conçus par une personne qui était, je pense, assez importante, parce je pense qu'à l'époque, elle ne se rendait pas compte du pouvoir que prendrait cette architecture de microprocesseur dans le temps. C'est Sophie Wilson. Donc Sophie Wilson, je vous la poste là. Donc Sophie Wilson, c'est d'abord un ingénieur qui s'appelait Roger Wilson, puisque c'est une personne transgenre. Donc cette personne a conçu donc les bases de l'architecture ARM, donc au début des années 80. Il travaillait, ou elle travaillait plutôt pour la société Acorn, qui était assez connue pour avoir conçu les ordinateurs Acorn, qui étaient plutôt pas mal utilisés, pas mal vendus en Grande-Bretagne, de mémoire, et au Royaume-Uni de façon générale. Et donc Sophie Wilson a conçu toute cette architecture partant de zéro, en se disant qu'il voulait obtenir quelque part à l'époque un microprocesseur qui soit simple à concevoir, qui soit simple à utiliser et qui soit simple à fabriquer. Donc toute cette architecture, ça a été un travail assez incroyable pour l'époque, puisque l'architecture a été conçue sur la base d'un simulateur qui a été écrit à l'époque. Alors je ne sais plus exactement dans quel langage, là ça m'échappe, mais toutes les bases de cette architecture, l'ISA, c'est-à-dire l'Instruction Set Architecture, pardon, a été conçue sur la base d'un simulateur, et ensuite elle a été améliorée, puis elle a fini par être intégrée en tant que réellement microprocesseur à la fin des années 80. Et le premier accord à base d'ARM est sorti début des années 90, qui était l'Archimède, si ma mémoire est bonne. Donc n'hésitez pas à aller lire la bio de Sophie Wilson et l'histoire d'ARM, c'est assez intéressant de voir qu'une architecture comme ça, sortie un petit peu de nulle part par rapport déjà face à des sociétés telles que Intel à l'époque, est arrivée finalement en une quarantaine d'années comme à venir tenir la dragée haute à Intel et tout le reste du marché du microprocesseur, et se retrouve finalement utilisé dans une très très grande majorité de devices aujourd'hui sur la planète, donc c'est quand même assez intéressant. Et tant que je parle de personnes un petit peu célèbres, j'ai posté une petite info du jour cette semaine sur Raymond Kurzweil. Donc Raymond Kurzweil, c'est une personnalité assez intéressante et qui est très connue, très influente dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le concept d'intelligence artificielle, mais non pas que les concepts techniques de réseaux neuronaux, etc., mais aussi assez visionnaire sur ce que pourrait devenir l'intelligence artificielle, sur les risques qu'elle pourrait engendrer, sur ce qu'elle pourrait apporter, etc., etc. Et donc c'est quelqu'un qui a popularisé notamment le terme de singularité technologique, en disant que il se peut qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle devienne suffisamment performante pour pouvoir s'auto-améliorer elle-même, et donc dépasser les capacités intellectuelles des humains, et quelque part initier une nouvelle forme d'intelligence totalement synthétique qui pourrait prendre notre place sur différents sujets, en tout cas qui dépasserait de loin
les capacités intellectuelles des humains. Donc je vous conseille d'aller lire un petit peu ses écrits et les différents essais qu'il a fait. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de conférences, qui a écrit énormément sur le sujet. C'est une personnalité reconnue dans le domaine, hein. Il a travaillé à plein d'endroits et il a notamment travaillé pour Google, je crois qu'il y est encore d'ailleurs. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ses écrits, vous renseigner sur lui, lire des choses. C'est assez. Alors on peut être d'accord ou ne pas être d'accord, parce qu'il y a aussi un côté l'intelligence artificielle par rapport à ce qu'il exprime. On pourrait se dire, ouais, mais là, il est en train de nous réinventer Skynet dans Terminator, ce genre de choses, ça n'arrivera pas, c'est possible, c'est pas possible. En fait, la question c'est de voir par quel point il aborde un petit peu ces sujets et comment il porte ce sujet de façon assez évidente, quelque part, et de façon plutôt claire et concise. Voilà. Donc je ne peux que vous encourager à aller lire ses écrits, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui. Et donc vous verrez, c'est quand même extrêmement intéressant. Autre sujet que je voulais aborder avec vous, j'avais abordé très rapidement la semaine dernière, j'avais parlé un petit peu des NFT, et il y a une news qui est sortie cette semaine qui m'a fait un peu rigoler, parce que bon, je ne veux pas rentrer dans la polémique, comme je vous avais déjà dit, les NFT c'est mal, les NFT c'est bien, c'est génial, vous êtes des boomers parce que vous ne voulez pas en utiliser, enfin bref, le marché aujourd'hui et les réseaux sociaux s'entre-déchirent un petit peu sur le sujet. Mais aujourd'hui, force est de constater que c'est quand même un business qui est très porteur, que ce soit bien ou pas bien, peu importe, hein. Donc c'est un business qui est quand même extrêmement porteur et sur lequel beaucoup d'entreprises essayent aussi de faire leur beurre. Et il y a eu cette petite news qui est sortie qui m'a fait sourire cette semaine, puisque je vous l'affiche là. Donc Nike s'est rendu compte que des gens, des entreprises plus précisément, utilisaient sa propriété intellectuelle pour fabriquer des NFT sur des modèles virtuels de chaussures, et les revendaient comme ça sur des plateformes de NFT. Alors je ne sais plus quelle plateforme, mais à la rigueur peu importe. Et donc Nike, qui était extrêmement pushy sur le concept de NFT, qui veut y rentrer, qui pousse énormément sur ce sujet, tout d'un coup s'est dit, ah mais finalement on est en train de voler ma propriété intellectuelle, c'est mal, je veux pas qu'on me vole ma propriété intellectuelle, etc., etc. Donc j'ai trouvé ça assez drôle, parce que c'est quelque part des gens qui se retrouvent un petit peu en position de l'arroseur arrosé, en disant voilà, on veut pousser le concept, c'est super, on va vendre pour des centaines de milliers ou voire des millions de dollars de NFT à des gens, etc. Puis sauf qu'en fait, ils se retrouvent dans le fameux trou de la raquette dont je parlais la semaine dernière, en disant que n'importe qui peut mettre un NFT sur n'importe quoi, puisque le NFT en lui-même ne vous certifie pas que vous êtes propriétaire de la propriété intellectuelle en tant que telle, mais plutôt que vous êtes l'émetteur du NFT. Voilà, le NFT vient finalement sceller une transaction entre deux parties, mais quelque part, rien ne vous garantit que vous êtes réellement propriétaire de ce qui est pointé par le NFT. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, puisque c'est un sujet qui est polémique et je ne suis pas forcément super le plus grand connaisseur sur le sujet. Et je vous renvoie plutôt sur un blog post que j'ai vu donc passer cette semaine, que j'ai retweeté. N'hésitez pas à aller le voir. Donc c'est sur le blog de Seb Sauvage. Vous le connaissez très probablement, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'il écume les réseaux sociaux et qu'il partage beaucoup de choses sur son blog. Et donc il a posté un article qui est extrêmement intéressant sur les différents problèmes avec les NFT, en abordant, j'ai envie de dire, les différents mensonges ou différentes escroqueries par rapport aux NFT. Escroqueries en termes d'escroquerie intellectuelle, dans le sens où les gens, on essaye de les abreuver quelque part sur certains sujets, en disant les NFT c'est génial, ça te protège, tu es propriétaire de la propriété intellectuelle, patati patata, etc. Donc il aborde, je crois, peut-être une trentaine d'idées fausses sur le sujet. Alors c'est 18 idées fausses sur le sujet. C'est un petit peu long à lire, mais pas trop. Mais c'est comme d'habitude, comme à son habitude, c'est extrêmement bien écrit. Et moi, quelque part, ça me conforte un petit peu dans l'idée que j'ai aujourd'hui des NFT par rapport à ce qu'il a écrit. Je trouve qu'il a réussi à décrire quelque chose qui correspond à ma pensée sur le sujet. Je dis pas qu'elle est bonne ou mauvaise, hein, encore une fois. Mais je trouve que ça résume bien finalement pas mal de choses sur le sujet, pour lesquels beaucoup de gens, avant de rentrer finalement dans l'engouement du NFT et de vouloir acheter ou revendre à forte somme ces jetons,
dématérialisé, devrait se renseigner un petit peu là-dessus et lire les risques que ça peut comporter. Voilà. Donc je trouve cet article assez intéressant. Je vous reposterai le lien lorsque je mettrai la vidéo sur YouTube en même temps. Et sinon, allez voir sur mon profil Twitter. De toute façon, je l'avais retweeté dans la semaine. Voilà. Donc, alors je lis le fait de vendre et acheter anonymement, c'est du pain béni pour certains. Oui, c'est vrai. Mais anonymement, encore que. C'est anonyme, mais pas si anonyme que ça, quelque part. D'ailleurs, il l'évoque aussi dans son blog post. Donc, allez le lire, je ne vais pas tout redétailler, sinon on n'aura pas le temps de tout aborder. Donc, sujet suivant. Ça, on en a parlé ce week-end. C'est un sujet qui est assez intéressant puisque Intel a annoncé vouloir vendre des CPU très bientôt, des CPU dont certaines fonctionnalités seraient lockées dans le silicium et qu'on pourrait déloquer moyennant finance. Donc quelque part, c'est le pay-as-you-go. Vous avez un processeur et si vous voulez exploiter certaines caractéristiques un peu plus évoluées de votre processeur, vous payez votre petite dîme à Intel qui vous enverra le code qui va bien pour débloquer cette fonctionnalité. Alors, certaines personnes, j'ai vu passer notamment sur certains posts anglo-saxons, des gens qui s'insurgeaient sur le sujet, etc. Alors moi, je pense très profondément que c'est pas une bonne chose. Mais voilà, je pense que si on achète un processeur, on l'achète en tant que tel et on devrait pouvoir l'utiliser avec toutes ses capacités et pas acheter des fonctionnalités supplémentaires. Mais le marché, sur beaucoup de choses, est en train de s'orienter vers ça, c'est-à-dire d'acheter un matériel qui est capable de tout faire. Et pour débloquer certaines fonctionnalités ou débrider certaines fonctionnalités, payer une petite chose en plus pour pouvoir y accéder. Alors l'exemple le plus flagrant, le plus criant en ce moment sur le sujet, ce sont les véhicules Tesla. Aujourd'hui, quand vous achetez un véhicule Tesla haut de gamme, par exemple, alors corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que vous achetez elles ont toutes le même moteur, et en fait quand vous achetez votre véhicule avec une certaine puissance moteur, en fait la puissance moteur est bridée logiciellement, et si vous voulez débrider votre moteur pour obtenir la pleine puissance qu'il est capable de donner, vous payez une petite dib supplémentaire à Tesla qui va vous désactiver le bridage à distance, et donc vous pourrez jouir pleinement des fonctionnalités matérielles de votre véhicule. Donc là, c'est un petit peu le même principe. Donc Intel, alors notamment beaucoup sur toute la partie de leur ligne Xeon. Intel a une ligne de processeurs Xeon donc essentiellement utilisée pour des serveurs et des stations de travail qui est très très grande. Pourquoi? Parce que certains processeurs ont besoin d'adresser énormément de mémoire, d'autres processeurs ont besoin d'adresser un peu moins de mémoire, de gérer ils ont différents cœurs, de gérer différentes IO, etc., etc. Et donc en fait, il y a une explosion un petit peu combinatoire de leur catalogue, et ils en sont venus à se dire que finalement ils vont peut-être fabriquer qu'une seule lignée de processeurs, c'est un petit peu ce que j'en ai compris, et en fonction des caractéristiques que voudront les utilisateurs, ils paieront un petit peu plus et ils auront un code pour pouvoir débrider telle ou telle caractéristique. Par exemple, j'en sais rien, adresser 4 Tera de RAM ou un seul Tera de RAM, ou avoir XIO, enfin ce genre de choses. Donc c'est un sujet qui arrive. Je ne sais pas dans quelle mesure ça viendra toucher les processeurs grand public comme les Intel Core, Core i3, i5, i7, i9, etc., etc. Mais on voit que quelque part le marché est en train de bouger vers le paiement à l'usage de plus en plus sur beaucoup de choses. Et donc le microprocesseur, je ne l'avais pas vu venir. C'est effectivement quelque chose qui arrive. Et donc pour pouvoir, je dirais, soutenir cette volonté d'aller sur le marché, sachant que l'immense majorité des serveurs aujourd'hui fonctionnent sous Linux, Intel a fait un patch pour le noyau Linux qu'il a soumis justement pour pouvoir activer cette fonctionnalité dite de Software Defined Silicon Mechanism, donc pour pouvoir désactiver certaines fonctionnalités ou débrider certaines fonctionnalités, et aussi même lorsque l'on fonctionne sous Linux, c'est pas que sous Windows. Voilà. Donc je ne sais pas vous ce que vous pensez de ce sujet par rapport à ça. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas une bonne chose? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou à en parler sur Twitter. Mais voilà. Et alors je lis là, le fait de pousser ça dans Linux va aussi donner des infos qu'on n'avait pas. Oui, tout à fait, oui, ça va aussi donner des infos qu'on n'avait pas.
Ça va aussi donner quelque part aussi des infos Intel, c'est-à-dire que pour débrider certains microprocesseurs, il va falloir peut-être, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais donner une sorte de numéro de série, donc de savoir quelque part raccrocher une sorte de microprocesseur à un utilisateur, ce genre de choses. Bon, c'est un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Autre sujet qui a pas mal fait réagir la semaine dernière, et notamment comme ça a été traité dans les différents journaux spécialisés ou pas, il y a eu cette news qui est sortie. Alors là, je le passe via un tweet de Hugo Décrypte, mais c'est sorti dans pas mal de canards la semaine dernière. Alors, un informaticien américain a automatisé ton sous-travail depuis 1 an et personne ne s'est rendu compte. Avec le télétravail, il a créé un programme qui fait tout à sa place et passe simplement 10 minutes par jour à vérifier que tout fonctionne. Donc ça vient de Reddit. Donc effectivement, si on va sur le thread Reddit, donc c'est pas quelque chose qui a été comme ça annoncé. Le mec, il a été dénoncé, pas du tout. C'est le gars lui-même qui en a parlé sur Reddit en disant voilà, moi je travaille dans une boîte d'avocats. Il y a beaucoup de choses qui se faisaient manuellement, donc ils manipulaient beaucoup de dossiers, de documents sensibles, beaucoup de choses qui ne pouvaient pas être traitées en interne, enfin je dirais en interne par les utilisateurs lambda. Donc lui, il était payé pour récupérer, concentrer un certain nombre de documents et ensuite pouvoir directement comment je dirais, les envoyer sur ses serveurs. Alors certains serveurs qui sont dans le cloud, de ce que j'ai cru comprendre. Et donc sa tâche, c'était de récupérer à certains endroits des documents, les trier et ensuite les déposer sur les serveurs de sauvegarde, etc. Donc ce gars, on voit bien que c'est une tâche qui n'est pas fortement à valeur ajoutée et qui se prête bien à l'automatisation. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que beaucoup de personnes se sont un peu insurgées en se disant oui, ce gars-là, il est payé à ne rien faire. Bah, en fait, je pense que c'est un informaticien intelligent et il évite l'effort inutile. Je pense qu'il a une tâche, il a trouvé le moyen d'automatiser cette tâche, ce qu'on fait tous quotidiennement, hein. Notre but, c'est d'automatiser un petit peu toutes les tâches répétitives qui n'ont aucune valeur ajoutée, d'autant plus que si une tâche répétitive revient très souvent, mais vraiment répétitive de façon très forte, bah, on en vient à faire potentiellement des erreurs parce que le cerveau humain n'est vraiment pas conçu pour faire des tâches répétitives. Donc il a été assez malin. Et le fait est, c'est qu'il semblerait qu'il ait annoncé son salaire, je crois, j'ai vu ça passer quelque part. Il me semble qu'il est payé 90 000 dollars par an pour être l'IT, l'unique IT de cette grande boîte d'avocats. Et donc, bah, il a automatisé son travail. Moi, comme je l'avais tweeté cette semaine, je pense que l'étape ultime, c'est d'arriver à automatiser l'automatisation de notre travail. Alors là, si on arrive à faire ça, là, on sera au top. Mais voilà. Donc j'ai trouvé ça intéressant parce que ça fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux et notamment la façon dont ça a été tourné dans les différents articles de différents journalistes. Je trouve que ça a été tourné pas forcément d'une bonne façon en disant que quelque part ce gars-là est un escroc. Non, je pense pas que ce soit un escroc. Je pense qu'il a. Alors effectivement, il est sûrement pas très chargé la journée. Et du coup, il est payé pour faire ce qu'il a à faire. Et rien ne dit dans son contrat qu'il est obligé de le faire manuellement. Il a juste automatisé ses tâches et je trouve que c'est un moyen intelligent de le faire. Et quelque part, ça lui permet aussi de se concentrer sur des choses qui ont plus de valeur ajoutée. Ça peut être de la formation, automatiser des nouvelles tâches, avoir plus de temps pour travailler sur l'infra et les outils de l'entreprise, etc., etc. Donc je trouve ça plutôt malin. Et, et je pense que on en parle parce que cette personne a posté sur Reddit, mais il y a plein de gens dans le monde qui le font. Et à mon avis, il n'y a pas de raison de s'insurger. Au contraire, il faut automatiser le plus de choses possible. Donc, pour passer à la suite, donc la semaine dernière, je vous ai annoncé que Fabien Trégan et moi-même étions retenus pour Devox 2022. Donc c'est une news qui nous a fait extrêmement plaisir parce qu'on a été retenus pour ce talk. Fabien, c'est qui ce mec? Bah, je ne sais pas. Donc on a été retenu pour ce talk pour parler d'un sujet totalement lambda sur lequel on avait fait un Twitch, c'était il y a quelques semaines, sur l'utilisation des nombres et la représentation des nombres en informatique. On se dit effectivement c'est un sujet qui peut être un petit peu bateau, un sujet sur lequel tout le monde connaît tout, il n'y a pas grand chose à en dire.
Et au final, c'est quand même un sujet qui est, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Donc on a écrit notre petit abstract ensemble en se disant, plusieurs fois on avait postulé pour Devoxx et on n'avait jamais été retenu. On s'est dit, tiens, cette fois-ci, suite à notre Twitch qu'on avait fait sur ce sujet, on s'est dit, tiens, si on se faisait refuser un talk à Devoxx ensemble. Donc on y allait vraiment un petit peu la fleur au fusil en se disant, on aura pris le plaisir d'écrire un abstract ensemble, de tourner tout ça, de le proposer, et puis si ça se fait shooter, c'est pas grave. Et puis il y a d'autres confs, on va le proposer à d'autres confs. Et manifestement, c'est un sujet qui a plu parce qu'il a été retenu. Donc ça nous fait vraiment super plaisir parce que on revient un petit peu sur du back to basics, sur des bases de l'informatique qui sont souvent parfois bien maîtrisées par beaucoup de personnes, parfois oubliées. Et parfois aujourd'hui, on se rend compte que dans les usages que l'on a, notamment avec différents langages de très haut niveau, alors on peut penser au JavaScript, au Python, etc., avec des langages qui ne sont pas très comment je dirais, qui nous permettent de manipuler des types sans trop savoir ce qu'il y a derrière, etc. C'est de revenir un petit peu sur ces bases, sur les fondamentaux, c'est comment sont représentés les nombres, quelles sont les limites, est-ce qu'il y a autre chose que des simples integers ou des doubles ou des floats. Oui, l'idée c'est de dire il n'y a pas que des types primitifs de base comme l'integer ou le float ou le double, mais il y a d'autres façons de représenter le nombre, comme en mathématiques par exemple, il y a plusieurs façons de représenter le nombre. On a les nombres réels, et aujourd'hui on sait aussi qu'il y a les nombres complexes. Les nombres complexes sont des nombres composés, et donc c'est de faire la transposition un petit peu de tout ça en informatique en se disant est-ce qu'il n'y a pas des façons un petit peu élégantes et sympas de pouvoir utiliser des nombres, de pouvoir représenter des nombres en fonction de la valeur que l'on veut quantifier, et quelles sont les limites de ces différents nombres, de ces différents types. Par exemple les doubles, on parle souvent des nombres flottants, double précision. Quelque part, moi j'aime pas trop parler de double précision, je dirais plutôt c'est une approximation, puisque la représentation des nombres en informatique, c'est une approximation d'un nombre réel. Et c'est tout sauf précis, pour le coup. Ça peut tendre vers une précision assez élevée, mais en général c'est tout sauf précis. Donc on est en train de travailler sur ce talk, les idées sont en train de se mettre en place tout doucement mais sûrement. On s'est lancé à fond dans le code en repartant un petit peu, en revenant 30 ans en arrière, à l'époque où justement utiliser par exemple des nombres flottants coûtait très très cher en termes de temps de calcul, et de revenir un petit peu sur des back to basics en disant comment contourner certaines limitations matérielles qu'on peut avoir aujourd'hui aussi, hein. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a des unités de calcul qui sont très performantes que voilà, maintenant on peut utiliser des doubles tout le temps sans se poser de questions. Au contraire, quand on travaille dans le monde de l'embarqué, notamment sur des microcontrôleurs 8 bits, qui n'ont pas d'unité arithmétique flottante, le fait est, c'est de revenir un petit peu sur les bases de comment on peut utiliser les nombres entiers pour faire des calculs et approximer des nombres à virgule, ou travailler un peu différemment. Donc voilà, donc on travaille sur ce talk, et on abordait aussi ce sujet avec un angle aussi très résolution de problèmes, en se disant voilà, on a un problème à résoudre. Ça peut être un problème financier, ça peut être un problème de faire tourner une image à l'écran. J'avais posté ça cette semaine. Je vais vous le mettre là, par exemple, hop, ici, écran de gauche. Voilà, si vous voyez là, cette image qui tourne, l'idée c'est de dire dans les années 90, on codait cet effet qui s'appelait le fameux rotozoom, donc qui permet de faire tourner une image et de zoomer presque à l'infini en avant, en arrière dessus. C'est un algorithme qui, somme toute, mathématiquement est très très simple, mais qui peut coûter extrêmement cher en temps de calcul, notamment lorsque le microprocesseur qu'on utilise n'est pas doté d'une FPU, donc une unité arithmétique flottante un peu puissante. Donc aujourd'hui, cette partie-là nous permet de vous montrer quelque part dans le talk comment on peut contourner certaines limitations. Et alors on parlera aussi, moi je parlerai un petit peu de l'usage des nombres, dans la finance. On refera un petit back to basics sur la représentation des nombres, et puis on va essayer de partir sur des sujets un petit peu moins évidents, et puis qui permettront, on l'espère en tout cas, d'ouvrir les chakras de l'auditoire, et en tout cas que ça plaira. Voilà, c'est pour nous, on est parti vraiment de ce sujet comme un sujet type machine à café, où on se dit ça nous paraît évident, il n'y a pas grand chose à en dire, et en fait quand on gratte un peu le vernis, quand on creuse le sujet,
Il y a énormément de choses à dire. Donc moi, pour ma part, je suis super content de faire ça avec Fabien. Donc ça c'est vraiment super parce que on se tire un petit peu la bourre sur la partie code. On a commencé par coder, on commence à mettre en place nos idées. Même si on avait déjà une ligne directrice de notre talk, en fait on se rend compte qu'on a beaucoup de choses à dire. Il va falloir un petit peu tailler dans le vif pour obtenir, un talk qui se tienne et qui ne dure pas 3 jours. Voilà. Et donc je postais cette semaine, donc j'avais posté le code là, du RotoZoom que je vous ai montré, et j'ai fait certains bench cette semaine qui ont été assez intéressants, puisque j'ai fait plusieurs implémentations du RotoZoom. J'ai fait une implémentation à base de float, donc simple précision, une implémentation à base de double précision. J'ai fait une implémentation en entier, uniquement avec des nombres entiers, et une implémentation avec des nombres entiers, mais de façon très optimisée. Et j'ai fait un certain nombre de bench sur le sujet, en utilisant différents... Alors, j'ai développé en C++, je vais vous mettre le code à l'écran. Alors, donnez-moi juste un petit instant, le temps de vous retrouver. Voilà. Donc là, je vous affiche à l'écran le code. Voilà, les différents codes. Donc si on prend le code, ici, l'implémentation float, là vous voyez que tout tient sur une page de code. Et encore, c'est écrit de façon assez aérée. Donc l'algorithme en lui-même est quand même assez simple, puisqu'on va parcourir une image de destination dans le sens Y et puis X et Y. Et donc sur lequel, pour chaque pixel, on va essayer de trouver la projection du pixel dans une texture, et ensuite de renseigner sa couleur dans l'image de destination. Donc c'est très simple comme algo. Je vous donnerai éventuellement des liens, je vous le partagerai peut-être sur un GIST ou ce genre de choses. Ce qui est intéressant, c'est que cet algo est très simple à implémenter, mais il peut coûter très cher, notamment comme je le disais sur des architectures qui ne sont pas dotées d'une FPU très puissante. Et donc j'ai fait toutes ces implémentations donc en flottant, en double, en entier, donc en entier en utilisant de la virgule fixe, et ensuite en entier en utilisant de la virgule fixe, mais en utilisant certains tricks qui nous permettent d'économiser des additions, plusieurs additions à chaque tour de boucle. Donc c'est assez intéressant. Et j'ai fait donc des benches en utilisant, alors je vais vous montrer ça parce que certains d'entre vous ou certaines d'entre vous ne connaissent pas cet outil. Donc j'ai passé mon code dans Compiler Explorer, donc, qui est un outil qui est vraiment ultra intéressant parce qu'il vous permet de pouvoir coller donc sur la partie gauche du code et sur la partie droite de sélectionner le compilateur que vous voulez utiliser éventuellement avec l'architecture visée. Et vous pouvez passer différents flags de compilation et voir à quel point ce que vous avez choisi va permettre de changer le code machine généré. Donc ça permet déjà de voir ce que produit votre compilateur. Donc c'est pas suffisant pour faire du bench. Je vais essayer de retrouver le GCC. Voilà, x86-64 GCC. Alors moi j'utilise GCC 9.3 sur ma machine. Donc voici le code qui est généré pour du GCC 9.3. Et donc l'avantage de Compiler Explorer, c'est qu'en fonction des différents niveaux d'optimisation, il va vous mettre en surbrillance pour chaque ligne de code que vous survolez, le code en face généré par le compilateur. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les compilateurs, je savais déjà, font un travail extraordinaire en termes d'optimisation, mais je ne pensais pas à ce point-là. C'est-à-dire que sur certaines optimisations, des niveaux d'optimisation en restant sur -O2, -O3, certaines optimisations peuvent être extrêmement agressives, et sur des architectures modernes, notamment des architectures x86-64 de type Core i7, Core i9, etc., on se retrouve avec des perfs en flottant ou en double qui sont équivalentes avec des perfs équivalentes à l'algorithme écrit simplement avec des entiers. J'étais extrêmement surpris de ça. Je ne m'attendais pas à ce type de résultat. Je m'attendais à ce que l'écart ne soit pas forcément super flagrant, mais parfois, en fonction du compilateur, même Clang, parfois produit un code qui est meilleur et plus rapide avec des doubles qu'avec des nombres entiers. Donc c'est assez intéressant. Alors pour pouvoir tester, évidemment, moi j'ai écrit du code en SDL pour pouvoir générer, faire tourner les images le plus rapidement possible
possible est de récupérer une moyenne de FPS sur lesquels après j'ai mis ça dans un tableau de calcul LibreOffice, et puis j'ai comparé les différents résultats. Mais sinon, vous avez aussi en ligne un outil donc, qui est complémentaire avec Compiler Explorer, c'est Quick C++ Benchmark, qui fonctionne un peu de la même manière, dans lequel vous allez venir coller. Alors attendez, je vais faire ça devant vous, sélectionner tout. Je prends mon code que j'ai déjà préparé pour C++ Benchmark, donc qui utilise le framework de Google Benchmark. Donc vous collez votre code dedans, et ensuite vous choisissez votre compilateur, de la même manière que Compiler Explorer. Donc là je vais mettre GCC 9.3. Vous choisissez votre langage, donc là j'utilise du C++ 14, donc c'est ce que je sélectionne, et le niveau d'optimisation je vais mettre au 2. Et ensuite vous lancez votre benchmark, et donc Quick C++ Benchmark va aller passer le benchmark sur chacune des fonctions qui aura été marquée à benchmarker. Donc là, j'ai écrit les quatre fonctions, une pour le float, une pour le double, une pour l'integer et une pour vraiment le code optimisé, et donc qui appelle les algorithmes de RotoZoom que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc le temps que ça se termine, on se retrouve à la fin avec un graphique qui nous permet de voir la différence en termes de temps d'exécution sur les différents algos. Donc c'est plutôt sympa. Ça évite d'écrire des benchmarks soi-même, des codes de benchmark sur sa machine, et là ça permet aussi de le faire en ligne. Donc pour des petits algos où il n'y a pas trop de dépendance, c'est vraiment facile à utiliser, et ça donne quand même des informations qui sont quand même plutôt intéressantes. Donc, alors, est-ce qu'il y a des diffs notables entre GCC et ces langues? Alors oui René, il y a des diffs notables. Je me suis rendu compte, alors que GCC, notamment dans les toutes dernières versions de GCC, GCC génère un code qui est vraiment extrêmement optimisé, extrêmement compact, que ce soit en termes d'usage d'entier ou de nombre flottant, et vraiment à des niveaux d'optimisation quand on choisit par exemple -O3, le code est stricto sensu équivalent. GCC vraiment exploite au maximum les effets de cache, le cache miss, le fait qu'on utilise des pipelines superscalaires sur l'exécution des instructions. Il entremêle le code, il entrelace le code de façon extrêmement avancée. Alors du coup, ça rend le code machine généré qui est difficilement lisible par un humain, mais c'est quand même assez intéressant. Et donc là, vous voyez sur ce que vous avez à l'écran, sur le RotoZoom, donc voici l'implémentation en float, l'implémentation en double. Vous voyez que ce soit float ou double, alors moi sur ma machine c'est un Core i7, ce qui est exécuté sur le C++ Benchmark, je ne sais pas quel est le type de processeur, donc je ne peux pas dire, mais j'imagine que ça doit être du Xeon, quelque chose comme ça, puisque c'est hébergé sur des serveurs, je crois, chez AWS. Donc on voit qu'en termes de performance, le float et le double, finalement, c'est pareil. Donc quelque part, sur certaines architectures, on se dit, bah, on va utiliser des floats parce qu'on considère que c'est potentiellement plus rapide que le double, mais au final, c'est pas toujours le cas, et on se rend compte que pour cet algo, bah, les performances sont stricto sensu équivalentes pour le double et les floats. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ce test ici, c'est pour ça, je ne sais pas exactement dans quelles conditions il teste, mais la partie, l'exécution en entier est plus lente que l'exécution en double. Par contre, l'exécution, mon algo en entier optimisé avec certains tricks, lui par contre est plus rapide que les autres, mais d'à peu près 10%. Moi sur ma machine, sur mon Core i7 de mon laptop, j'ai mesuré des perfs où l'algo optimisé est à environ entre 15 et 20% plus performant que l'exécution en double. Je dois avoir alors je vais vous trouver ça, je dois avoir les résultats de mes stats que je vais vous mettre. Voilà, voici les stats que j'ai générés hier. Donc avec un niveau d'optimisation, donc GCC 9.3, niveau d'optimisation -O2, sans retirer la gestion de la pile avec l'option -F omit frame pointer, etc. Donc avec ce niveau d'optimisation, j'obtiens en float 1170 images par seconde sur ma machine, en double 1248 images par seconde, en entier 1150, donc ce qui correspond globalement
au résultat qu'on voit sur Quick C++ Benchmark, c'est-à-dire qu'en fait, l'exécution en entrée en entier virgule fixe est plus lente qu'avec des floats ou des doubles. Et par contre, mon code optimisé avec les tricks, etc., est à 1307 images par seconde, c'est à peu près 15% plus performant que les autres implémentations en float ou en double. Donc on voit que les résultats se tiennent à peu près par rapport à ce qu'on retrouve dans Quick C++ Benchmark. Mais c'est contre-intuitif, parce qu'on a toujours eu, on s'est toujours dit, bah, les floats, c'est plus lent, il ne faut pas utiliser des floats, etc. En fait, maintenant, il faut se dire que tout va dépendre réellement de l'architecture que vous visez en face. C'est-à-dire que effectivement, je suis en train de faire un petit portage pour des microcontrôleurs type AVR, ce qu'on trouve dans l'Arduino. Effectivement, en float, c'est très lent, puisqu'il n'y a pas d'unité arithmétique à virgule flottante. Par contre, du coup, c'est les versions qui gèrent des nombres à virgule fixe en entier ou la version optimisée, là, ira déployer un max de perf supplémentaire par rapport à une version à virgule flottante. Mais sur des architectures de type Core i7, comme ma machine, on se rend compte que les unités arithmétiques sont extrêmement performantes, flottantes, hein, j'entends, dans certains cas plus performantes que les unités arithmétiques entières. Alors pour des raisons pour l'instant que j'explique pas, mais et le fait est que les compilateurs, et je vois donc GCC et Clang font vraiment un travail d'optimisation vraiment assez incroyable. Là, j'ai été en lisant le code qui était généré, le code est vraiment très 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 compact et parce que j'ai fait différents tests, j'ai refait des tests de compilation en regardant le code généré avec du GCC 4 et par rapport à du GCC 10 maintenant, le code n'a rien à voir. C'est vraiment c'est assez incroyable. Donc n'hésitez pas à les jouer avec ces petits outils Compiler Explorer et C++ Benchmark. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Et Compiler Explorer, sachez qu'il ne supporte pas que le C et le C++, il supporte le Rust, il supporte différents langages. Donc quand vous avez des choses à benchmarker ou à voir ce qui est produit en termes de code, et parce qu'il vous produit le code assembleur qui est généré, mais pas que, aussi différentes informations qui peuvent être intéressantes, ça vous permet de pouvoir, lorsque vous êtes vraiment en phase d'optimisation d'un code qui est assez, qui demande des performances, c'est vraiment des super outils. Voilà, bah, je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Il est 13h, donc il va être temps de nous laisser. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi. On va se retrouver, je pense, aussi la semaine prochaine. Je vais essayer de faire ça tous les lundis et puis avec d'autres sujets qu'on pourra aborder. Donc merci à toutes et à tous et puis je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.